Donc, vous êtes directeur stratégie et développement des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées. Bernard, de cette invitation, cher Jean-Louis, qui me touche beaucoup, parce que évidemment je suis un grand admirateur, comme nous tous, de Pierre Soulages. Je trouve ce musée extraordinaire, d'une très grande beauté en tant qu'objet musée, et dès qu'on arrive avec cette perspective, un cliché de vous le dire à vous qui le voyez souvent, mais c'est toujours aussi frappant. Et aussi que je remercie Miguel Chevalier d'être là, et que ce soir est une conférence un petit peu particulière, parce que pour un conférencier, pour quelqu'un de parler d'un artiste, c'est pour ça d'ailleurs que j'aime beaucoup faire des expositions sur des artistes morts, parce que comme ça ils ne me contredisent pas, ils ne me font pas de critiques, ils ne me disent pas t'as oublié de parler de ceci et de cela. Mais je suis quand même très content que Miguel soit bel et bien vivant, et surtout avec nous ce soir, parce que évidemment ça va donner une autre tonalité à cette rencontre, et j'ai demandé à Miguel d'être évidemment à mes côtés, et donc ne soyez pas surpris, parce que je sais que c'est ça que vous allez vous aussi vouloir entendre la parole de l'artiste. De temps en temps, la conférence va se transformer, va muter, un peu comme les œuvres de Miguel Chevalier, mutent en permanence, en entretien avec des questions, parce que pourquoi ne pas demander à la source même de cet art quelques explications. Et d'abord, une première réaction, je viens d'avoir la chance et le bonheur de visiter l'exposition de Miguel Chevalier au musée Soulages, et l'architecture de ce musée fait que l'exposition temporaire est au même niveau que les collections permanentes, et donc, d'une certaine façon, c'est dans le parcours de ces collections permanentes qu'on arrive à l'exposition temporaire, ou réciproquement qu'on peut aller de l'exposition temporaire, on est appelé même à aller par la disposition du musée de la collection permanente. Et je pensais donc à cette phrase qu'une de vos excellentes médiatrices d'ailleurs me rappelait, de Soulages, qui disait « C'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche ». Et cette phrase, évidemment, elle résonne en moi en pensant au titre d'une œuvre iconique de Miguel Chevalier qui s'appelle « La recherche en tête ». Et je me suis dit, devant la pertinence et la force de ce dialogue en fait qu'instaure le musée entre Pierre Soulages et Miguel Chevalier, qu'on avait en effet deux artistes qui étaient des chercheurs, deux artistes qui sont de grands inventeurs, des chercheurs qui ont trouvé précisément ce qu'ils cherchaient. Et vous allez le voir, pour ceux qui n'ont pas encore vu ce dialogue, ou pour ceux qui l'ont vu, vous allez me comprendre, qu'il y a plus qu'un parallèle, il y a une convergence, il y a des échos, une résonance qui font de cette exposition une exposition vraiment exposition globale, très pertinente. Résonance entre les lignes vibrantes des tableaux de Pierre Soulages et les lignes mouvantes des tableaux virtuels de Miguel Chevalier. Je félicite vraiment le musée Soulages d'avoir programmé, d'avoir eu la bonne idée de programmer, particulièrement pour les 100 ans, pour le centenaire de Pierre Soulages, cette exposition, parce qu'au fond, je l'assume, je vais essayer de le démontrer un peu à la conférence, je me suis dit en sortant de cette visite, mais au fond, Miguel Chevalier est un peu le Pierre Soulages du XXIe siècle, on parle de centenaire, et finalement, ces deux œuvres, une œuvre fondamentale, radicale, qui a fait qu'on ne pouvait plus peindre comme avant, celle de Soulages au XXe siècle, et l'œuvre de Miguel Chevalier rendent toutes les deux, cherchent toutes les deux, pour moi, l'ambition de rendre visible le fluide artistique qui est à l'origine de toute œuvre, le flux de l'énergie artistique. Il y a, vous savez, un critique, c'était plus qu'un critique, un découvreur d'art. Il y a les chercheurs d'art, et puis il y a les découvreurs d'art, il y a ceux qui cherchent, qui trouvent, qui s'appelait Pierre Restani, et notamment celui qui, excusez du peu, a théorisé le mot du nouveau réalisme et a passé sa vie
j'ai eu la chance de connaître, comme Miguel a eu la chance de le rencontrer, c'est sa vie à découvrir des artistes, à comprendre des artistes avec un caractère visionnaire qui n'est plus à prouver. Et Pierre Restany, quand il a rencontré l'œuvre de Miguel Chevalier, il a immédiatement tout compris, lui qui était un homme du XXe siècle, d'un autre XXe siècle, d'une autre culture de l'image, d'une autre histoire de l'art. Et il a dit notamment, l'image de Miguel Chevalier est la trace en temps réel d'un passage de l'énergie, de cette énergie immatérielle qui est la base de toute communication. Yves Klein, qui était un des artistes découverts par Restany, Yves Klein, qui en avait génialement pressenti l'envergure cosmique et la portée universelle, n'avait pas hésité à la débiter en zone de sensibilité picturale, à en faire des objets d'art multiples et limités. Miguel Chevalier, tout aussi sensible à l'énergie poétique de l'immatériel, s'en approprie le pouvoir de transmission au moyen de l'outil informatique et télématique. Et au fond, c'est pour ça que j'ai voulu proposer à Christophe et à Benoît et aux amis du musée d'appeler cette conférence, de l'intituler « Miguel Chevalier, pionnier de la peinture digitale ». Vous avez pu vous dire, en lisant ça, que le titre était surprenant. Est-ce que c'est pas un peu une contradiction dans les termes de parler de peinture digitale? Est-ce que c'est une conférence sur la peinture de Miguel Chevalier ou sur l'art digital? Mais ce que je veux dire précisément, c'est que Miguel Chevalier, c'est un grand peintre. Et que, comme tous les grands artistes le savent, ce n'est pas le pinceau qui fait le peintre, ça se saurait. Et que peu importe le médium, la peinture, c'est une attitude par rapport au monde. C'est cette recherche de nouvelles formes, cette recherche précisément de ce flux invisible, de cette énergie artistique. Et je crois qu'une fois de plus, revoir, et je reviens à ça, tant j'ai été frappé, mais revoir les salles de l'exposition permanente et le parcours extraordinaire d'ailleurs de Pierre Soulages, c'est cette recherche de cette énergie artistique par la peinture. Et alors ce que je voudrais vous raconter, c'est comment, depuis que j'ai rencontré, moi, personnellement, l'œuvre de Miguel Chevalier, c'était en 2000, j'étais à l'époque, je créais des idées de contenu et de programmation pour une institution qui n'existe plus, qui s'appelait l'Association française d'action artistique. J'aimais bien le terme action artistique. Attends, bon, ça s'appelle, il y a d'autres noms, mais... on a eu de cesse d'essayer de convaincre tous les gens que je rencontrais que les œuvres interactives, génératives de Miguel Chevalier étaient en fait les fresques de la fin du XXe siècle et du XXIe siècle, et qu'au fond, ce que Miguel Chevalier montrait, c'est que la palette du peintre d'aujourd'hui, ça s'appelle un ordinateur. Et l'ordinateur que Miguel Chevalier perçoit très tôt, ça c'est pour justifier l'attribut pionnier, mais c'est vrai, très tôt, comme, je le cite, un fabuleux dictionnaire de formes et de couleurs qui fait éclater l'image, la modifie et la régénère. Ses possibilités sont illimitées et en perpétuelle métamorphose. Et Miguel Chevalier, dès les années 80, et on va revenir peut-être en illustrant, s'il te plaît Miguel, par quelques œuvres des débuts, Miguel Chevalier, dès donc les années 80, assume et déclare qu'il veut faire son programme, c'est faire de la peinture avec des ordinateurs. À l'époque où Miguel Chevalier lance cette assertion, ce programme artistique, la star de la scène française, il y en a deux un peu, c'est Garouste en peinture, il y a un retour de la peinture figurative, et César en sculpture. Ce sont d'ailleurs tous les deux professeurs, je pense, à l'école des Beaux-Arts, quand un jeune Miguel Chevalier arrive et leur dit ça. Alors effectivement, ça détonne un peu, et on regarde un peu Miguel comme E.T., l'extraterrestre, E.T., un alien qui arrive. Et il faut savoir qu'évidemment, on se rappelle qu'à l'époque, on commence à parler d'une société qu'on va appeler la société de l'information, puis la société de l'informatique. Mais on est très loin de parler de l'ère digitale, du monde virtuel.
et peu sont ceux qui peuvent évidemment imaginer que l'ordinateur, un ordinateur, Miguel me le rappelait quand on a fait ensemble cette monographie que je vous recommande aux éditions Bernard Chauveau, que l'ordinateur dans ces années, c'est grand comme la moitié de cette pièce, si ce n'est toute cette pièce. N'imagine pas une seconde avoir des applications domestiques, individuelles et encore moins artistiques à partir d'un ordinateur. Le seul un peu qu'il avait entrevu, il faut bien dire, c'est un grand visionnaire, un autre grand artiste qui s'appelle Stanley Kubrick. Et quand on pense à 2001, l'Odyssée de l'espace, et là on est à la fin des années 60, et bien il y a HAL, l'ordinateur qui est en fait le véritable héros du film, qui s'avère être un excellent critique d'art quand le spationaute lui montre ses dessins, et donc on commence à voir que dans l'imaginaire de certains artistes, qui sont là pour justement avoir des visions qu'on n'a pas, eh bien il y avait ce rêve. Simplement, Stanley Kubrick en a rêvé, mais Miguel Chevalier en a fait une réalité de cet ordinateur comme nouvelle palette. Alors quand il commence, il ne dit pas pour autant que l'ordinateur est la même palette que le peintre, parce que de toute façon, si c'était pour faire la même chose que ce qu'on peut faire avec des tubes de peinture, ça n'aurait strictement aucun intérêt, ce serait purement une affaire de tour de passe-passe technologique. Non, ce qui est très intéressant, c'est que les trois couleurs primaires de la peinture, le jaune, le rouge et le bleu, deviennent dans l'ordinateur le vert, le rouge et le bleu. Et que, comme dit dans un très bon entretien Miguel Chevalier, le peintre va travailler ici comme une sorte de variateur de lumière, plutôt qu'un mélangeur de couleurs. Un autre point fondamentalement différent, qu'explore très vite dans ses premières recherches sur ordinateur Miguel Chevalier, c'est que la source de l'image dans la peinture, qui est le point, est en fait dans la peinture digitale, carré, qu'on appelle d'ailleurs le pixel. Et c'est pour ça que vous verrez souvent d'ailleurs revenir ce pixel qui a particulièrement marqué Miguel Chevalier en étant l'essence même peut-être de ce qu'on pourrait appeler l'art digital. Enfin, en tout cas, son plus petit dénominateur commun. Il y avait ce groupe, vous savez, d'artistes dans les années, début des années 60-61 qui avait créé ce groupe Punto, le mouvement en Italie, parce que le point était justement le dénominateur commun de toutes ces peintures, et là c'est le pixel, le carré. Et d'une certaine façon, dans ces premières œuvres, qui vont mettre particulièrement en lumière cette dimension, cette pixelisation, on a l'impression de voir un peu un pointillisme, enfin qui serait un pixelisme, et un peu un Seurat du XXe siècle, ou de la fin du XXe siècle. Et c'est intéressant quand on fait ce rapprochement de penser que Seurat lui-même a eu l'idée du pointillisme en grande partie influencé par Chevreuil et les travaux scientifiques sur la physique, sur la réfraction de la lumière. Donc, une fois de plus, ce que disent, tout ça pour justifier ou expliquer mon concept de peinture digitale, c'est qu'on s'inscrit dans une histoire de l'art qui, au fond, et ça n'enlèverait en Miguel Chevalier, mais une histoire assez classique. C'est-à-dire Miguel Chevalier s'inscrit dans une histoire artistique après certains artistes, après certains peintres, pour en chercher de nouvelles formes. Alors, cette première exposition, en 1987, à Belfort, hein, donc là, ça fait, c'est pas le centenaire, mais enfin, ça fait quand même un moment. Et bien évidemment, à l'époque, tu as dû, Miguel, bénéficier d'une aide du centre d'optique du CNRS, hein, les ordinateurs Numelec, qui étaient des calculateurs géants. Hein, quand je dis la pièce, c'était pas loin. Et donc, évidemment, ça devient une
une expérience artistique qui est de l'ordre quand même d'une expérimentation difficile à imaginer autrement que de façon très extraordinaire et très circonstancielle, puisque personne ne plus n'imagine que tous les artistes, que toutes les écoles d'art auront des ordinateurs chez eux. Il y a quelques semaines, j'étais à New York pour rencontrer des artistes, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les artistes que je rencontrais, notamment, qui sont un peu les petits frères et petites sœurs de Miguel Chevalier et de cette génération de pionniers, eh bien, dans leur atelier, alors qui d'ailleurs peut être un peu déceptif, parce que il n'y a pas évidemment, il y a moins de... c'est plus réduit à finalement quelques ordinateurs, et ça ressemble à un bureau, et finalement la palette d'ailleurs est une sorte de forme noire comme ça sur laquelle ils dessinent et ils calculent et ils imaginent et ils recherchent leurs œuvres. Et pourtant, dès cette première... alors là, c'est des photos de la première exposition, les premiers travaux, tu peux me dire ça, c'est 1987. Oui, c'est 1987. À Belfort, et qui est suivi ensuite d'une exposition en galerie, ça c'est à Belfort, et ensuite une exposition en galerie à la galerie Sylvana Lorenz, rue Chapon, où, je dis quand même parce que c'est intéressant, le couple de collectionneurs célèbres Denise et Durand-Ruel, qui avaient été ceux qui avaient d'ailleurs été les premiers à collectionner un certain Yves Klein et un certain Armand, eh bien, découvrent ça et ont acquis l'entièreté de l'exposition. Tu peux dire un petit mot de la réaction et de la réception en 1987 de ces expositions extraterrestres? C'est assez juste. Bon, comme le disait très bien Jérôme, effectivement, au début, quand j'ai accédé, la difficulté en tant qu'artiste, c'était l'accessibilité aux outils. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer un ingénieur, Serge Equilbé, qui travaillait au CNRS et qui m'a permis, en quelque sorte, de minuit à 6 h du matin, ces calculateurs n'étaient pas utilisés. Et donc, comme tout jeune artiste, au départ, donc je me cherchais, si vous voulez, j'essayais de voir comment je pourrais faire un travail entre peinture et digital, entre photo et digital, entre vidéo et digital. Et donc c'est comme ça que peu à peu, j'ai été amené à faire tout ce travail que vous avez vu, je vous ai montré très brièvement, de manière séquentielle, et où on voyait effectivement, je me disais, c'est intéressant parce que il y a des artistes qui, sans savoir qu'un jour le monde informatique viendrait, au fond le préfiguraient. Jérôme parlait de Seurat, au fond c'est intéressant parce qu'effectivement Seurat s'est inspiré des théories scientifiques et à partir de Chevreuil, et à partir de là il a créé le pointillisme. Et au fond c'est une préfiguration aussi du tube cathodique. Des artistes comme Mondrian, qui vous savez sont partis d'un travail très figuratif pour aller vers le monde de la géométrie, des boogie-woogie, au fond préfigurent aussi ces univers. Et donc après la constatation d'un certain nombre d'artistes, mon idée bien sûr c'était pas de faire du pseudo Seurat ou du pseudo Mondrian, mais c'était comment à partir de là on pouvait essayer de développer une écriture. Et outre le fait de travailler sur l'image, je me suis aussi intéressé beaucoup à ce qui faisait la radicalité de cette image, c'est-à-dire le fait qu'elle était sous-tendue par des chiffres. Et donc j'ai commencé à faire des œuvres qui s'appelaient des fenêtres mémoire hexadécimales, et à des œuvres qui s'appellent états binaires. Alors, Hulins me dit, ah mais état binaire, 0 et 1, on en voit partout. Oui, mais effectivement, dans les années 80, c'était, beaucoup de gens voyaient ça comme un peu quelque chose comme un ovni de peindre des 0 et des 1. Et effectivement, quand j'ai fait l'exposition à la galerie Sylvana Lorenz, j'avais exposé ces œuvres. Et effectivement, la famille Durand-Ruel, qui a un peu ce regard aussi et qui a beaucoup supporté effectivement tous les nouveaux réalistes, du coup a acquis cette pièce que l'on voit ici. Et qui est déjà aussi, on voit un travail de séquence, au fond déjà sur la variation. Et cette notion de la variation m'intéresse aussi d'autant plus qu'un artiste comme Monet a déjà travaillé sur l'idée du temps,
Ouais. Donc du coup, j'ai été amené à développer ce type d'œuvre. Et ce qui est intéressant, c'est que les Durand-Ruel, au fond, on se regarde sur les artistes pop. Là, on a une œuvre de Rosenquist, on a une œuvre sur la société de consommation de Raymond Haas. Et donc, j'apparaissais comme un artiste qui ouvrait d'autres voies au-delà du pop et des nouveaux réalismes. Et donc, j'avais créé quelques œuvres, notamment une œuvre donc, qui s'appelle État binaire, et qui était déjà une œuvre qui était à ce centre d'art de Belfort et au château de Belfort, une œuvre qui s'appelait État binaire. Et alors, cette œuvre-là, je vous la montre parce qu'elle mélange à la fois des univers en 2D, des univers en 3D et de la vidéo. Donc il y avait déjà un travail d'hybridation au départ que j'ai fait. Alors, je montre juste cette petite vidéo. Et à l'époque, Internet n'existait pas, et les seuls moyens qui interconnectaient le monde étaient les salles boursières. Donc là, on a ces univers de ces 0 et ces 1 qui sont un peu comme un cœur qui bat, comme une espèce de pulsion en quelque sorte. Et tous ces petits éléments, à l'époque, étaient faits image par image. Donc, pour faire cette petite vidéo, je mettais 6 mois pour faire. Parce que... Suite à cette exposition, Miguel est invité dans une exposition au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris en 1988, qui s'appelait Atelier 88, où il y avait d'autres jeunes artistes qui apparaissaient pour la première fois, dont un certain Ming, Jan Peining, ou un certain Jean-Michel Ottoniel. Pontus Sulten, directeur emblématique, légendaire du Centre Pompidou, propose alors à Miguel Chevalier de l'intégrer dans un institut des hautes études en arts plastiques qu'il a fondé. Et Miguel Chevalier, suite à cette première un peu exposition dans le monde de l'art, va obtenir la bourse Villa Médicis hors les murs et pouvoir partir au Japon où il va réaliser ses premières œuvres et étudier les images de synthèse au Japon en 1989. Et c'est là d'ailleurs que tu réalises ta première vidéo interactive au Japon, dont les images sont toutes générées par ordinateur, un courant, un peu un mouvement que tu vas beaucoup développer et qui naît donc dans ce séjour au Japon en 1989, qui est aussi d'ailleurs un moment où un autre thème fondamental de ton œuvre apparaît, s'impose, celui de la nature artificielle. Tu travailles sur l'artificiel, je suis convaincu que tu montres qu'il y a une énergie, un fluide avec la vie artificielle, et donc tu vas, un grand artiste étant un créateur de monde, tu vas créer des natures artificielles que tu vas modéliser et au fil des années faire croître toutes ces jungles, ces extranatures, ces surnatures. Et avant que tu nous en montres et que tu nous en parles, ultranature, surnature, ce sont des titres d'ailleurs d'installation. D'une certaine façon, on peut dire dans ces travaux que Miguel Chevalier va créer, montrer par les programmes génératifs, autogénératifs, comme la nature s'autogénère, la croissance d'une nature artificielle dont les mouvements, l'évolution, la pousse va être perpétuellement renouvelée. Alors ce qui est intéressant, quand on voit un autre nom, c'était les fractal flowers, que j'aime bien, ces fleurs fractales, c'est de penser que finalement, en te faisant peintre paysagiste de l'ère digitale, tu t'inscris dans une grande histoire
de la peinture. Depuis l'Antiquité, les artistes ont fait de la représentation de la nature. Donc un grand artiste étant un créateur de monde, tu vas créer des natures artificielles que tu vas modéliser et au fil des années faire croître toutes ces jungles, ces extranatures, ces surnatures. Et avant que tu nous en montres et que tu nous en parles, ultranature, surnature, ce sont des titres d'ailleurs d'installation. D'une certaine façon, on peut dire dans ses travaux que Miguel Chevalier va créer, montrer par les programmes génératifs, autogénératifs, comme la nature s'autogénère, la croissance d'une nature artificielle dont les mouvements, l'évolution, la pousse va être perpétuellement renouvelée. Alors ce qui est intéressant, quand on voit un autre nom, c'était les fractal flowers, que j'aime bien, ces fleurs fractales, c'est de penser que finalement, en te faisant peintre paysagiste de l'ère digitale, tu t'inscris dans une grande histoire de la peinture. Depuis l'Antiquité, les artistes ont fait de la représentation de la nature un des thèmes de prédilection de l'art. Et au fond, et à l'époque classique, des peintres comme le Lorrain, comme Poussin, peignaient dans leurs paysages, surtout des paysages sortis de leur imagination. D'ailleurs, il y a eu une très belle exposition au Grand Palais en 2010, qui s'appelait Nature et idéal, et où on montrait que la plupart de ces paysages étaient surtout extraits, étaient de pure invention, mais comme les jungles plus tard du douanier Rousseau ne représentent aucun souvenir de voyage, puisqu'il avait guère vu d'autres plantes que celles des serres du jardin des plantes. Et finalement, Miguel Chevalier, à l'ère virtuelle, eh bien, dépasse ces imaginaires fixes et nous donne à voir des natures artificielles génératives, un art organique qui non seulement est autogénératif par un programme qui s'autogénère, qui ne sera jamais 2 secondes le même, mais en plus interactif, puisque en étant dans ces installations ou devant ces écrans, on participe en se mouvant soi-même dans cette jungle, dans ce jardin artificiel, à sa croissance, à sa luxuriance, à son évolution. Alors là, tu nous montres... Alors là, c'est une installation que j'ai fait, oui. Donc au début, je vous ai montré un peu ce dont Jérôme parlait, c'est-à-dire que j'ai créé un herbier avec différentes graines virtuelles. Chacune de ces graines pousse, se développe, meurt, et quand elle meurt, elle crée des variations. Et à partir de cet herbier, on peut créer ces jardins virtuels qui poussent et se développent et se transforment dans le rapport du temps. Et donc, comme le disait Jérôme, là, en fait, on revient le lendemain, le surlendemain, en fait, on a tout le temps des variations. C'est-à-dire qu'il y a une partie que je maîtrise, bien sûr, mais il y a une partie aléatoire. Et donc, cet aléatoire fait comme si l'ordinateur jouait au dé en permanence, et donc avec les combinatoires, si vous voulez, chaque fois, ça crée tantôt des jardins très luxuriants, tantôt des jardins de lumière, bien sûr, mais aussi tantôt parfois des moments plus minimalistes. Voilà. Une des questions qu'on m'a posées tout au long de ces années où je défendais et expliquais des artistes pionniers de l'art digital, c'était au fond, je mettais toujours ça en avant, quelle est la valeur ajoutée de peindre sur un ordinateur? Est-ce que ça apporte quelque chose de plus à l'histoire de l'art et à la recherche des images et des formes? Alors je prenais comme exemple justement ces natures artificielles et ces œuvres autogénératives de Miguel Chevalier. Et le bouleversement qu'elles opèrent dans l'œuvre d'art, le bouleversement du temps et de l'espace de l'œuvre. De l'espace de l'œuvre, parce que par l'interactivité, l'œuvre varie dans ses formes et dans ses volumes. Et puis, bouleversement du temps, puisque par le processus autogénératif,
et les calculs algorithmiques à l'infini de l'ordinateur, eh bien l'œuvre n'est jamais 2 secondes la même, et ça à perpétuité. Et c'est intéressant quand on pense que 120, 130, 140 ans avant, 150 ans avant, et qu'on pense à une des recherches et une des avancées considérables pour apporter par exemple un autre mouvement radical pionnier qui était l'impressionnisme. L'impressionnisme qui a été rendu possible par une autre grande invention technologique qui est quand même les tubes à peinture qu'on pouvait prendre dans sa sacoche et qui permettait d'aller peindre au bord de la Seine, à La Roche-Guyon, et pas seulement dans un atelier avec des préparateurs qui fabriquaient les couleurs, etc. Et qu'est-ce qu'ont voulu faire ces peintres tout de suite? C'était de dire, mais grâce à ça, grâce à cette mobilité, grâce à cette instantanéité, cette spontanéité, on va pouvoir peindre le temps qui passe. Alors quand on pense aux 38 cathédrales de Rouen peintes par Monet, c'est le même cadrage, 38 moments de luminosité et qui nous montre le temps qui passe. Et au fond, grâce à les techniques et aux recherches de Miguel Chevalier, eh bien l'art peut se confronter cette fois, non plus au temps qui passe, mais à l'infinitude du temps. Il confronte l'œuvre d'art à l'infini. Et ça, c'était quelque chose d'inédit et qui ouvre un champ possible à la création artistique sans limite. Oui, c'est aussi effectivement... D'ailleurs, tu nous montres un de tes herbiers. Alors ça, c'est intéressant, tu peux nous en parler. C'est un herbier au sens matériel du terme, quand on pense à ce livre de... Voilà, Herbarius, c'est le premier livre qui a été créé au XVIe siècle, qui commençait, les botanistes commençaient à répertorier les plantes. Sauf que là, c'est un livre blanc avec un projecteur qui est relié à un ordinateur. Et il y a 12 graines virtuelles qui sont des fractal flowers, et avec un texte de Jean-Pierre Balle qui est autogénératif. C'est-à-dire que Jean-Pierre Balle écrit des logiciels avec des dictionnaires, des structures de phrases matricielles, et l'ordinateur va puiser dans ces dictionnaires et va créer des textes qui chaque fois aussi sont différents, et qui ne sont pas des textes idiots, mais c'est des textes qui vont expliquer où est-ce qu'on peut trouver ces plantes dans des lieux impossibles, qu'est-ce qu'elles vont vous soigner, à quel moment elles poussent, etc. Et si on tourne la page, en fait, le texte disparaît. Si on ne l'a pas noté ou si on n'a pas fait une photo, le texte disparaît, il y a un nouveau texte qui va s'autogénérer et qui va expliquer les capacités hallucinogènes de ces plantes qui n'existent pas. Et donc ce livre a été présenté au Salon des livres rares et de la bibliophilie. Donc voilà, c'était intéressant parce que là c'était un livre, on a une vraie physicalité du livre avec la conception du livre, sauf qu'en fait c'est de la lumière qui est projetée sur les pages. Alors, tout au long de ces décennies, de ces quelques décennies de travail, Miguel Chevalier a été présenté dans plusieurs endroits dans le monde. Je ne compte même plus le nombre de pays où tu as été du Mexique, mais là tu n'avais pas d'excuse parce que tu es franco-mexicain, à la Biennale de Sharjah, où tu nous montreras des choses que tu as fait en 2014, pardon, je suis tellement dans le centenaire, c'est l'âge que j'ai encore donné le XXe siècle. Et dans des institutions de plus en plus prestigieuses, sans parler évidemment des Galeries nationales du Grand Palais, où tu as été un des premiers artistes numériques à entrer dans un peu le temple des Beaux-Arts, que sont les Galeries nationales du Grand Palais, avec le succès qu'on sait, l'exposition Artistes et Robots. Il y a eu aussi, on a eu la chance de travailler ensemble pour la très belle exposition à Astana, pendant l'exposition universelle qui a eu lieu au Kazakhstan en 2017. On avait gagné le pavillon artistique avec ce projet, qui a été le 5e pavillon le plus visité de l'exposition universelle. C'est vrai que cette exposition avait pour thème l'énergie du futur. Donc on avait fait évidemment un projet en disant, ben voilà, l'énergie du futur artistique, ce sont ces œuvres. Et ça avait assez convaincu.
Un autre thème que j'aimerais qu'on aborde, tu peux nous montrer ça, c'est quand même sur voilà, même cette œuvre va très bien marcher pour ça. C'est en partant d'une phrase d'un autre pionnier de l'art, on pourrait dire de l'art robotique. L'ordinateur, c'est notre nouveau robot ménager, notre nouveau robot domestique, et qui est Nicolas Schoeffer. Et Nicolas Schoeffer, fin des années 1950, qui disait pour expliquer, lui qui avait créé la première sculpture, il appelait ça cybernétique, un très beau mot, sculpture dotée d'un cerveau électronique qui se déplaçait selon, avec des capteurs déjà, se déplaçait selon la voix, si on tapait des mains et des visiteurs. Et il disait, pour expliquer ses œuvres déjà d'une certaine façon générative, même si ça ne venait pas d'un ordinateur, il disait « c'est important ces œuvres parce qu'elles nous montrent que la vie n'est pas répétitive ». Et quand je parlais tout à l'heure d'un art organique pour la nature, je pensais aussi à toutes tes séries sur les métacités, finalement, sur la géométrie de nos villes. Nous sommes dans un monde, on entend parler toute la journée, qui est en perpétuelle mutation, de plus en plus rapide. Et croyez-en, le Parisien que je suis, les Parisiens que nous sommes, on voit Paris qui est un vaste chantier en travaux perpétuels, on voit à quel point la vie d'une ville n'est pas répétitive, et l'actualité nous le montre en permanence. Et donc cet art, cette peinture digitale, par le fait même qu'elle est en mouvement perpétuel, elle est peut-être la forme d'art la plus appropriée pour rendre compte de notre monde en perpétuelle mutation. Qu'en penses-tu, Miguel? Oui, c'est un des aspects aussi inédits de ce type d'œuvre, c'est qu'effectivement, on n'est plus dans une fixité, mais on est dans un univers qui est toujours en devenir, qui ouvre de nouveaux champs des possibles aujourd'hui pour des créateurs comme moi. Ça n'enlève en rien les qualités intrinsèques des autres médiums qu'on connaît, mais ça permet aujourd'hui d'avoir de nouveaux champs des possibles, je pense. Alors, un des possibles dans un monde artistique où, et c'est formidable, il faut s'en féliciter, où il y a de plus en plus de demandes, et on peut dire une vraie démocratisation quand même de l'art. Jamais il y a eu autant de gens qui ont eu envie d'aller voir des expositions dans l'histoire. Et d'ailleurs, j'ai jamais eu autant d'offres aussi, il faut s'en féliciter. Il y a de plus en plus d'art en espace public. Et un des possibles qu'offre ce monde virtuel et ces outils virtuels, c'est d'être d'une flexibilité de forme et de format à l'infini. Alors, on a eu des peintres qui ont fait des fresques immenses. Giotto fait toute la basilique d'Assise. Et quand je parlais des fresques du XXIe siècle, c'est aussi, et tu peux montrer, là tu nous montres quelque chose de très modeste, mais tu as fait toute l'église Saint-Eustache, et tu as fait ce tapis, notamment à Sharjah, les arabesques, qui étaient dans lesquelles nous marchions. Alors ça, c'était une très belle exposition aussi à Chaumont, hein, Festival des Jardins de Chaumont. Et donc, il y a aussi cette plasticité et cette flexibilité de présentation des œuvres. Et quand vous allez aller voir, pour ceux qui ne l'ont pas vu ou pour ceux qui l'ont déjà vu, vous vous en souvenez, l'exposition de Miguel Chevalier au musée Soulages, vous allez voir la différence de format que peut prendre et de matérialisation que peut prendre les œuvres. Donc c'est une œuvre avec un iPad, il a 4 nuages fractales et qui peuvent changer, il peut choisir. Et donc le soir, il n'a plus besoin de fumer des pétards. Monsieur Chevalier, vous êtes filmé, vous savez. Non, mais bon, toujours est-il que voilà, l'idée c'est qu'il a une œuvre qui se déploie sur tout son espace au plafond. Parce que ce qui était intéressant, et c'était ce qui était intéressant, tu peux me montrer d'autres
d'autres différentes œuvres, quelle soit, voilà, la Saint-Eustache, c'est que ce monde immatériel, il y avait eu cette exposition d'ailleurs, Jour solitaire, les immatériels, dans ces œuvres immatérielles, et paradoxalement, ces œuvres de l'immatériel, elles permettent une matérialisation, une réification un peu du monde virtuel, qui prend des formes beaucoup plus flexibles et avec beaucoup plus de possibles qu'en offre le monde matériel et l'art matériel. Et ce qui est intéressant, c'est que la même œuvre, Miguel Chevalier peut la présenter sous la forme d'un écran plasma, y compris maintenant il a trouvé comment mettre des capteurs qui permettent aussi une interactivité sur un grand écran plasma, l'adapter à l'architecture d'un lieu, ici évidemment un lieu patrimonial, on a vu la maison d'un collectionneur, et également donner aussi à ces œuvres une présence physique en 3 dimensions, à travers des sculptures qui sont en fait des impressions en 3 dimensions de ce que Miguel appelle des arrêts sur image de cet art organique, cet art génératif qui n'est jamais le même. Il y a des arrêts sur image, il y a ces images, comme disait Proust, le souvenir d'une certaine image n'est que le regret d'un certain instant, et il y a des moments, et on était tout à l'heure dans une des installations de Miguel Chevalier, on aurait eu envie de sortir tout de suite sur l'appareil photo, alors maintenant avec les iPhones c'est facile, mais d'arrêter ce moment parce qu'il y avait quelque chose qui allait très fugace, qui ne serait plus 2 secondes après, mais dont on avait envie de garder un souvenir. Et alors il y a, c'est donc des réifications un peu de... C'est pour ça que c'est ce que j'appelais dans un texte un peu l'art post-virtuel finalement, parce que c'était comment finalement des artistes qui ont travaillé sur l'immatériel, à l'heure où tous les artistes des supports traditionnels numérisent, où le cinéma n'est plus que sur la numérisation, on digitalise, on numérise toutes ces archives, eh bien, les artistes de l'immatériel, eux, n'ont de cesse de vouloir matérialiser, donner une présence physique à leurs œuvres. Tu as vu ce souci, tu as senti ce souci? Ben, ce qui est intéressant avec ces outils, c'est qu'effectivement, on peut passer du virtuel au réel, on peut matérialiser cette notion du réel avec notamment ce qu'on appelle les imprimantes 3D, mais aussi effectivement avec des possibilités de transcrire sur des supports fixes qui sont, vous verrez dans l'installation ici, il y a quelques œuvres qui sont effectivement comme des arrêts sur l'image. Et je pense, en voyant ça une fois de plus, à ce caractère pionnier de Miguel Chevalier, parce que c'est un des premiers à être revenu là-dessus. Il y a beaucoup d'ailleurs de ces artistes numériques qui disaient mais qu'est-ce que fait maintenant Chevalier? Il se met à faire des sculptures, il arrête ces images alors que justement il était génératif. Et quelques années plus tard, qu'est-ce qu'on voit en ce moment dans nos vies? Parce que le digital, toute la communication est digitale. On est dans le télétravail qui est maintenant devenu quelque chose de totalement légal et inscrit dans les modes de la société. Ce sera de plus en plus le cas. Il y a déjà des voitures qui conduisent toutes seules. Bon, elles ne sont pas encore en circulation, mais ça va arriver, etc., etc. On a les drones, etc. Le monde digital, il est partout. Et puis on se rend compte de quoi? On n'écrit plus de lettres manuscrites, on n'envoie plus de cartes postales, on achète encore des cartes postales. Et comme des images. Et pourtant, on a de cesse maintenant, vous voyez, refleurir partout dans les magasins des polaroïdes, des appareils argentiques. Ce qu'on vend le plus dans les 40 boutiques de la Réunion des musées nationaux en France, vous savez ce que c'est? Ce sont les carnets de notes. C'est la papeterie. Quand même... Et je pense qu'on est dans un monde tellement digitalisé que notre souci, c'est de garder une trace matérielle, de matérialiser. C'est pour ça que je dis qu'on est dans un monde post-digital ou post-virtuel. Et Miguel Chevalier, une fois de plus, c'est pas pour être flagorneur, c'est un fait, c'est comme ça, a été dans une situation en cherchant, lui, qui était à la source un peu de cet art immatériel, avec quelques autres, de chercher finalement une matérialisation. Et il le dit de façon très poétique. C'était pas stratégiquement, c'était même pas, il avait anticipé comme ça par une analyse, c'était il me faut des arrêts sur image. Parce que c'est vrai que
et tu l'as fait sous forme vidéo aussi, en filmant d'une certaine façon des moments, des séquences, on pourrait dire, de ces œuvres en mouvement, de façon à pouvoir les revoir comme ça. C'était un peu ça, non? Oui, exactement. Alors ça fait vraiment de Miguel Chevalier un pionnier de l'art digital et de l'art post-digital. Ça fait un peu conclusif comme ça. C'est pour ouvrir des questions, il faut réagir. C'est une discussion. C'est vrai. Alors là, tu nous montres quelque chose à Chaumont. Donc on voit les différences. Oui, ce que je voulais vous montrer, c'est aussi que ces œuvres, comme disait tout à l'heure Jérôme, c'est que en fait aussi je m'intéresse beaucoup à l'espace, et ce sont des œuvres souvent qui travaillent l'espace. Donc là, par exemple, c'était à Chaumont, sur le domaine de Chaumont, ils font tout un travail autour des artistes qui utilisent la nature. Et du coup, j'avais fait aussi une installation comme ça dans un espace qui est un ancien lieu de dressage des chevaux, mais qui est donc tout autour de la notion de circularité. Voilà. Donc on a des œuvres qui vraiment aussi travaillent le rapport à ce qu'a développé Daniel Burel, le rapport de l'in situ. C'est-à-dire les œuvres existent aussi par rapport à des lieux, et notamment ce type de lieu. Voilà. Donc j'étais amené aussi à faire d'autres types de créations qui sont des œuvres aussi un peu d'art total, qui seraient comme où je peux mettre à la fois l'œuvre dans une architecture, et qui aussi permet aussi de travailler avec des compositeurs de musique aussi. Donc aujourd'hui, puisque la musique devient digitale, on peut créer des vraies passerelles entre les deux. Et du coup, j'ai été amené à faire cette œuvre qui est projetée à 360 degrés dans un dôme, si vous voulez, que j'ai fait construire. Donc là aussi, ça m'intéresse beaucoup, tout ce rapport qui fait qu'on peut créer des œuvres à la fois dans une architecture, ou on peut créer une architecture autour de là, vous voyez. Ça, c'était aussi un des aspects inédits que j'ai pu développer. Et donc voilà, on voit une petite vidéo qui montre je vais accélérer un petit peu, mais voilà. Voilà, donc c'est la construction d'un dôme, et donc l'idée c'est que cette pièce puisse avoir aussi des formes d'itinérance et se développer dans d'autres lieux. Et donc là, c'était dans un parc, bien sûr. Et donc je suis en pourparlers pour voir en Norvège si on peut le présenter. Oui, ça c'est à Chaumont-sur-Loire. Ouais. Chaumont qui réunit à chaque édition près de 300 000 visiteurs. Oui, exactement. C'est vraiment un festival toujours d'art, toujours de jardin très créatif. Voilà, donc l'extérieur est complètement irisé, on change en couleur selon les heures de la journée. Et ce dôme, en fait, donc, devient un peu comme un espace, la construction d'un dôme. Et donc l'idée, c'est que cette pièce puisse avoir aussi des formes d'itinérance et se développer dans d'autres lieux. Et donc là, c'était dans un parc, bien sûr. Et donc je suis en pourparlers pour voir en Norvège si on peut le présenter. Oui, ça c'est à Chaumont-sur-Loire. Ouais. Chaumont qui réunit à chaque édition près de 300 000 visiteurs. Exactement. C'est vraiment un festival toujours d'art, toujours de jardin très créatif. Voilà, donc l'extérieur est complètement irisé, on change en couleur selon les heures de la journée. Et ce dôme, en fait, donc, devient un peu comme un espace d'immersion. Et on est immergé dans l'image et dans la musique. La musique de Jacopo Bagoni, qui crée des musiques génératives aussi. Donc c'est des musiques qui se modifient en temps réel. Et ça, c'est très important, c'est que Miguel a été aussi pionnier dans la pluridisciplinarité, en faisant travailler d'autres disciplines et en les attirant un peu dans ce monde virtuel. Et Jacopo a été un compositeur, et est un compositeur qui crée donc
musiques qui sont un peu à la musique ce que les images de Miguel sont à la peinture, c'est-à-dire qu'elles sont indéterminées et illimitées. Et donc la musique de Jacopo est une partition sans fin qui n'a d'autre fin que quand on arrête la machine. Et ça donne des choses assez extraordinaires. Aujourd'hui, beaucoup de grands compositeurs travaillent avec la musique digitale, Pascal Dussapin a fait des compositions, etc. Il faut rendre d'ailleurs hommage au pionnier de la musique digitale qui est Xenakis. Et d'ailleurs dans l'exposition Artistes et Robots, évidemment, on avait montré ce chapitre qui a été pour le coup visionnaire d'entre les visionnaires pour cette question, à une époque où personne ne pensait qu'il y aurait un jour la musique électronique, digitale, qui est évidemment aujourd'hui la musique la plus diffusée, la plus composée. Oui, il avait inventé l'UPIC, qui est une table traçante où il pouvait dessiner et en fonction de ses dessins, ça générait de la musique. Donc tout ça pour dire qu'au fond, bon, voilà, le chant est aujourd'hui ouvert et bon, je pense que plus il y aura d'artistes qui travailleront dans ce sens, plus on découvrira que c'est en fonction des sensibilités des artistes et des uns et des autres, on n'obtiendra forcément pas les mêmes œuvres aussi. Mais c'est extraordinaire. Moi, je travaille dans ce métier depuis 25 ans, un peu moins, 24 ans. Et c'est extraordinaire de voir à quel point aujourd'hui l'ordinateur est devenu vraiment la palette des étudiants d'art. Alors, on pensait qu'il y aurait un jour de la musique électronique, digitale, qui est évidemment aujourd'hui la musique la plus diffusée et la plus composée. Oui, il avait inventé l'UPIC, qui est une table traçante où il pouvait dessiner et en fonction de ses dessins, ça générait de la musique. Donc tout ça pour dire qu'au fond, bon voilà, le chant est aujourd'hui ouvert et bon, je pense que plus il y aura d'artistes qui travailleront dans ce sens, plus on découvrira que c'est en fonction des sensibilités des artistes et des uns et des autres, on n'obtiendra forcément pas les mêmes œuvres aussi. Mais c'est extraordinaire. Moi, je travaille dans ce métier depuis 25 ans, quasiment, un peu moins, 24 ans. Et c'est extraordinaire de voir à quel point aujourd'hui l'ordinateur est devenu vraiment la palette des étudiants d'art. Alors, il y a deux mouvements. Il y a un côté presque réactionnaire, qu'on pourrait dire, d'un retour à des formes très classiques, traditionnelles des beaux-arts, un côté très beaux-arts, et en même temps une prolifération évidemment d'artistes qui ont vu leurs aînés et les champs de possibles, les autoroutes que vous avez ouvertes pour les artistes du monde entier. Et ça, dans tous les pays. L'exposition Artistes et Robots, on avait une vingtaine de nationalités, 20 ou 25 nationalités, je crois que c'était 17 nationalités à Astana. Et encore, j'étais au Mexique il n'y a pas longtemps, on a présenté des artistes mexicains, notamment en Chine, beaucoup. Et on en découvre dans tous les pays où on va, et notamment chez les jeunes artistes. Et qui vont. Et c'est formidable. De voir comment l'ordinateur a cette application artistique. On parle beaucoup des applications industrielles, même des implications et des applications de l'ordinateur et de l'intelligence artificielle dans nos vies, parfois avec évidemment des aspects négatifs. Je pense aux applications dans la défense, etc. On peut imaginer ce que seront ce que vont être les guerres de demain, avec quand on voit les armes de destruction massive qui sont pilotées par intelligence artificielle, où il n'y aura même plus la peur de la mort de la part de celui qui envoie ça. On peut être effrayé. Moi, je ne suis pas, je pense.
processus très positif, mais on peut être inquiet des applications industrielles et économiques de l'intelligence artificielle en se disant les robots vont prendre la place des hommes, le travail des hommes, on en entend beaucoup, et c'est vrai que ça va créer des mutations et des milieux, par exemple, de la banque. Les gens disent ça va être la sidérurgie de demain, tout ce qui permet maintenant d'être traité par l'intelligence artificielle. Et donc c'est intéressant de voir que les applications artistiques, elles, laissent ouvertes des voies inexplorées et la possibilité pour des artistes, parce que c'est ça qui est un vrai artiste, c'est quelqu'un qui invente son art ou qui réinvente son art. J'ai eu la chance, moi, de travailler avec des artistes qui ont été dans d'autres domaines aussi des pionniers. Je pense à Bill Viola, vous avez cité Bernard, l'exposition rétrospective Buyer au Grand Palais. Et Bill Viola, quand il commence dans les années 60 son école d'art à l'université de Syracuse, aux États-Unis, il est un très bon dessinateur. Vraiment, d'ailleurs, ses dessins sont remarquables. Et puis, il rencontre un professeur fou, vraiment, qui s'appelle Jack Nelson, qui crée un experimental studio, c'est-à-dire un atelier expérimental avec des nouvelles machines qui s'appellent des caméras vidéo. Alors là aussi, c'est gros comme la moitié de la table. Et il y va, et il découvre, il est un des pionniers de ce qu'on appelle l'art vidéo. J'ai aussi travaillé, et j'ai eu la chance de connaître avec des gens comme Irving Penn. J'ai fait la rétrospective aussi au Grand Palais. Irving Penn était un peintre, a peint d'ailleurs toute sa vie. Mais quand il a 18 ans et qu'il voit son premier appareil photo et qu'il prend des photos, il arrête immédiatement la peinture. Il se dit, mais pour peindre aujourd'hui, dans ce monde, 20e siècle, avec ça, ça va être formidable. Et il a été un grand peintre en photographie, et je crois que l'exposition, d'ailleurs, au Grand Palais, avec toutes les expositions, le montrent, et notamment en travaillant ses tirages tous les week-ends dans son atelier en blouse blanche. C'était un vrai laborantin, d'ailleurs son studio, c'était d'abord un laboratoire, il avait tous ses produits, il faisait lui-même ses tirages platine, il passait le pinceau chamois et tout, platine, et il avait trouvé dans la photographie ça. C'est pour ça que je vous dis ça pour un peu conclure, parce que toutes ces années où je travaillais sur ce domaine artistique, et avec Miguel en particulier, je faisais souvent face à des gens qui me disaient, mais est-ce que c'est vraiment de l'art? Je disais, ah bon, pourquoi? Parce que ça ne sort pas des mains de Miguel Chevalier, ça sort de son ordinateur. Je disais, ça c'est intéressant parce que en 1862, des gens comme, pourtant très intelligents et estimables comme Ingres ou comme Puvis de Chavannes, des grands artistes, avaient fait signer une pétition, vous savez, contre la photographie, pas contre la photographie en soi, mais contre la possibilité que la photographie soit un jour associée, de près ou de loin, à l'art ou à un geste artistique. Ils disaient, parce que la photo, elle sort de la boîte, voilà. Elle ne sort pas des mains de l'artiste. Alors moi je répondais toujours à ça, j'expliquais dans mes conférences, j'ai la chance d'avoir un très bel appareil photo depuis longtemps. Malheureusement, je n'ai pas encore pu faire les photographies aussi belles qu'Irving Penn, que Robert Mapplethorpe ou que d'autres. C'est ce que je disais en introduction, ce n'est pas le pinceau qui fait le peintre. À chaque nouvelle technologie, chaque nouvel outil dont s'emparent les artistes, on a la même rengaine. Ça a été le cas avec le cinématographe, évidemment. Ça ne pouvait absolument pas. D'ailleurs, c'était une invention sans avenir, le cinéma, comme on l'a vu, et ça ne pouvait pas, évidemment, être associé à ça. Et on a eu à chaque fois que des artistes s'emparaient d'un nouveau médium de création. C'est une histoire sans fin, ce malentendu. Non, Miguel? Oui, tout à fait. Mais on voit, même aussi chez Soulages, il a créé ses propres outils, il a développé, il a fait ce que l'on sait. C'est une très belle boucle que je disais au départ, parce que c'est pour ça que je répète que pour le centenaire Soulages, c'était
bravo encore au musée d'avoir programmé cette exposition, parce que vous êtes 2 chercheurs et 2 inventeurs. Écoutez, place un peu aux questions, parce que je suis sûr que maintenant vous n'avez qu'une envie. Est-ce qu'on vous a déjà dit à cette question-là, ou est-ce que finalement, est-ce que l'intelligence artificielle ne va pas déposséder l'artiste à un moment donné? Est-ce que vous allez venir risquer? Par définition, c'est vrai, une œuvre réussie, elle échappe à son auteur. Mais moi, ce que je peux dire en général, et puis je peux parler pour toi, c'est que jusqu'à présent, parce que ça c'est aussi un thème qui revient, sur l'intelligence artificielle, qui vient aussi peut-être du terme même d'intelligence artificielle, qui a été créé en 1956, à la fin d'un colloque sur un campus américain, proposé par un certain John McCarthy, mais qu'il aurait pu aussi appeler, comme disait, c'est le philosophe Bernard Stiegler qui dit ça, la bêtise artificielle, au sens d'ailleurs noble du terme, dans le sens où l'intelligence artificielle, elle n'est intelligente que lorsqu'elle est dirigée par l'homme, et que jusqu'à présent, n'en déplaise à certains, on n'a pas encore vu un ordinateur spontanément créer une œuvre d'art, d'accord? Comme on a encore rarement vu un appareil photo sortir de sa sacoche, partir, aller gambader et sortir l'idée de telle ou telle photographie. Éduquer des robots, ça c'est le machine learning, et c'est très intéressant, et on a des amis, des collègues qui travaillent, des artistes, comme Memo Akın, je pense, à Londres, artiste turc qui travaille et qui bourre son ordinateur de toute l'histoire de l'art, et au fond nous montre les limites aussi de ce machine learning, c'est-à-dire de l'apprentissage de la machine, avec des ordinateurs qui deviennent finalement les plus grands historiens d'art, les mieux formés, parce qu'ils arrivent à avoir dans leur mémoire quelque chose, une mémoire humaine, même après des décennies d'études, ne peut pas avoir au même moment. Et pourtant, le résultat, on voit, c'est que l'ordinateur ne sait pas choisir, l'ordinateur ne prend pas presque n'a pas l'esprit qui permet l'intelligence précisément. C'est pour ça que le terme d'intelligence artificielle, qui aujourd'hui on nous rebat les oreilles toute la journée, il devrait être plus expliqué, parce que c'était une possibilité, c'était comme une hypothèse, presque comme une blague de fin de colloque, de dire, ici on disait intelligence artificielle, puisque ça venait après les travaux d'Alan Turing sur les thinking machines, en fait, les machines pensantes qui préfiguraient l'ordinateur. C'était lui, le grand génie quand même de son article de 1950, qui préfigure ce que va être l'ordinateur. Mais intelligence artificielle est presque une contradiction dans les termes, enfin, à moins qu'on entende par intelligence, évidemment, quelque chose de différent de l'intelligence humaine. Donc, déposséder, non, mais opérer précisément cette phrase visionnaire de Valéry, qui d'ailleurs avait tout vu sur la reproductibilité de l'art, et lui, créateur de la chaire artistique, grand poète, mais créateur aussi de la chaire artistique au Collège de France, et qui voyait qu'il y a une phrase, j'avais mise d'ailleurs quelque part dans un catalogue en exergue, et qui dit que ce qui va arriver en voyant, il voit l'art à l'heure de la reproductibilité, comme ça, comme disait la photographie, le cinéma, il dit mais il va y avoir des choses extraordinaires. Le progrès technologique va permettre des mutations, des formes et des inventions pour l'artiste extraordinaire, Paul Valéry. Et qui était obsédé par ça, c'est que de facto une œuvre, à partir du moment, que ce soit un livre, que ce soit un film, que ce soit un tableau, à partir du moment où elle est sur les murs d'un musée et offerte aux 160 000 visiteurs du musée Soulages, bravo, chaque année, eh bien, elle n'appartient plus, elle a totalement échappé à Soulages. Elle est ce que va en penser et ce que va en faire Pierre, Paul, Jacques et Jeanne qui visitent le musée. Donc, c'était la phrase aussi de Duchamp, ce sont les regardeurs qui font le tableau. Ce que je disais, c'est qu'il est paradoxal, il fallait attendre l'art digital pour paradoxal. Vous allez voir dans l'installation de Miguel Chevalier, avec les capteurs, en vous déplaçant, vous allez faire aussi le tableau. Vous allez participer à la vie du tableau. Mais Duchamp dit déjà, de toute façon, sans regardeurs sur les regardeurs,
une œuvre, elle est ce qu'on en pense, elle est ce qu'on reçoit. Une œuvre, elle est participative, c'est ce qui est fantastique dans le phénomène artistique, c'est qu'il est par définition participatif. N'est-ce pas, Miguel? Oui, tout à fait. Non, et ce que je trouve aussi... Tu ne te sens pas dépossédé par... Non, mais parce qu'il faut quand même, au départ, dans tous ces éléments, c'est un peu comme la mayonnaise. Si on n'est pas des ingrédients, on ne peut jamais prendre, si vous voulez. Voilà. Donc je crois qu'il y a aussi cette idée qu'il faut quand même, à un moment donné, donner les éléments pour qu'on puisse arriver à... Alors après, que la machine elle-même nous entraîne vers d'autres perspectives, etc., c'est le... C'est pas parce que j'ai fait le texte, mais cette monographie, si vous voulez savoir tout ce que vous n'avez pas encore entendu sur l'histoire de Miguel Chevalier, il y a cette monographie qui est sortie l'année dernière aux éditions Bernard Chauveau.